Bonjour tout le monde, bienvenue à Une Seconde Rocks. Cette semaine, pour faire suite à mon analyse de Vendredi ou la vie sauvage que j'ai fait il y a de cela quelques mois, j'ai décidé de revenir aux romans qui ont inspiré cette œuvre-là. Pour cette semaine, je reviens à l'œuvre originale, alors la première publication qui a amené l'évolution de notre grand personnage, et j'ai nommé Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Né à Londres en 1960 et décédé en 1731, Daniel Defoe est un journaliste, pamphlétaire, romancier anglais qui a publié plusieurs écrits et différents textes pendant sa vie, dont ses deux plus connus. Alors, Robinson Crusoe, qu'il a publié anonymement en 1719 sous un titre long de motherfucking 2 pages quasiment, sûrement pour souligner l'idée qu'il voulait que ça ressemble absolument à une autobiographie, mais ça je vais y revenir tantôt. Et Moll Flanders, qui a été publié en 1722. Il existe plusieurs adaptations cinématographiques et séries, autant pour le grand public que pour jeunesse, qui est adapté de Robinson Crusoe, du personnage de Robinson Crusoe. Libre à vous d'aller les découvrir, mais n'oubliez pas que de regarder un film ne va pas remplacer votre lecture du roman. Robinson a décidé de ne pas suivre les conseils de son père et de partir vivre une vie aventureuse en mer. Ça se passe pas fort bien. Il se ramasse esclave. Il passe une couple d'années un petit peu rock'n'roll avant de se ramasser au Brésil où il a sa propre plantation. Ça marche bien. Très bien même. Mais il décide quand même de retourner sur les eaux après qu'on lui ait offert de s'en aller chercher des esclaves et d'en ramener pour lui comme cote, donc de garder quelques esclaves pour sa propre plantation s'il allait en chercher d'autres. Le navire va faire naufrage avant d'arriver où que ce soit, dans une île des Caraïbes qui semble tout bonnement inhabitée, mais qui est régulièrement visité en fait par des cannibales qui viennent faire leur petit festin de prisonniers de guerre quand même assez régulièrement sur l'île. Et ça, Robinson, il va l'apprendre genre vraiment plus tard. Pendant 28 ans, Robinson va vivre sur cette île. En grande partie tout seul, mais autour de sa 23e année, il va sauver un des festins d'une tribu cannibale qu'il va prénommer Vendredi, et Vendredi, pour le remercier de lui avoir sauvé la vie, va lui jurer servitude pour toujours. Les années continuent d'avancer, les visites des cannibales deviennent de plus en plus fréquentes, jusqu'à ce que Robinson et Vendredi décident de faire un assaut et de, essayer de convaincre les cannibales de ne plus jamais revenir en les attaquant, et ils vont du même coup sauver deux personnes, donc le père de Vendredi, qui était lui aussi prévu pour être un des mets succulents de la soirée, et un naufragé espagnol. Alors les quatre nouveaux habitants de l'île décident de se réarranger pour trouver un moyen de pouvoir sortir de l'île. Alors le père de Vendredi et le naufragé espagnol décident de retourner sur la côte la plus proche du continent pour aller voir si ils peuvent pas aller chercher de l'aide, trouver d'autres personnes, et Robinson et Vendredi vont rester sur l'île pour gérer d'autres affaires, et comme par hasard va se pointer des pirates qui, leur but était juste de dropper leur capitaine sur l'île pour s'enfuir après leur mutinerie. Mais bon, ils ont trouvé Robinson et Vendredi, et bref, une chose en amène une autre, et ils vont réussir à sortir de l'île. Vendredi part avec Robinson pour le continent. Devenu riche grâce à sa plantation qui continuait de rouler au Brésil, Robinson va voyager un petit peu partout en Europe avant de décider de revenir faire une petite visite sur son île, et ensuite retourner au Brésil pour y terminer ses jours. Fait que dans le fond, là, toute l'histoire est racontée dans son titre. Aucun chapitre. C'est juste un gigantesque monologue. Une autobiographie claire, complète et relativement chronologique. Les paragraphes sont longs et c'est des grandes descriptions sur comment Robinson vit ses journées. Il construit des trucs puis en gros il essaie de devenir un bon serviteur de Dieu. Parce qu'il est convaincu que la raison pourquoi il est là, qu'il est pogné sur son île, c'est parce qu'il a désobéi aux signes de Dieu qui lui suggérait fortement de ne pas faire ça, de ne pas partir à l'aventure, tu sais, et qu'il a désobéi à son père qui était la figure paternelle et la personne que tu dois absolument écouter, voilà, à cette époque-là, vous voyez. Dans la version que j'ai juste ici, ce qui risque de quand même assez quelque chose de standard et d'universel, j'imagine, c'est un roman de 350 pages, écrit avec Robinson comme étant le narrateur de sa propre histoire. Ça, c'est son monologue. Il nous partage les écrits de son journal, et au fur et à mesure que le temps va avancer, il va ajouter ensuite les discussions qu'il va avoir eues avec ses compagnons et tout ça, parce que sinon c'est vraiment un descriptif de ce qui se passe entre guillemets dans sa tête, de ce qu'il pense, de ce qu'il vit, mais c'est au niveau du texte, à part les bouts où on a la lecture de son journal et les dialogues, c'est relativement tout de la description de ce qui s'est passé. Cette journée-là, il a fait ceci, cette journée-là, il a fait cela. Ben, au jeu, et j'ai pas le goût de m'attribuer Robinson Crusoe comme
personnalité ou personnage à jouer. Fait qu'on va skipper ça, on va passer à d'autres choses. C'est un livre qu'on va appeler une Robinsonade. Alors comme je l'ai mentionné dans ma capsule de Vendredi ou la vie sauvage, c'est un sous-genre du genre de l'aventure, donc qui a été initié grâce à la publication de Robinson Crusoe, qui met en scène, dans le fond, un protagoniste qui se retrouve sur une île déserte ou un lieu isolé et qui doit s'en sortir. Le texte original de Robinson Crusoe est considéré comme un mythe parce que pendant quand même plusieurs années, les gens, donc le lectorat, pensaient que Robinson Crusoe était une véritable personne. Les gens de l'époque étaient devenus fous avec les histoires de rescapés puis de naufragés depuis le retour de Alexander Selkirk qui nous raconte son histoire. Alors il y a eu énormément d'écrits, de textes, de nouvelles, de romans avec des protagonistes étant sur des îles désertes et essayant de s'en sortir. L'un des plus reconnus encore aujourd'hui et qui a fait un scandale à l'époque, c'était Robinson Crusoe. Le scandale n'était pas le bon mot, mais plus fait un espèce de gros blast parce que tout le monde lisait Robinson Crusoe et tout le monde était persuadé que c'était une autobiographie parce que comme je l'ai dit tantôt, Defoe a pas signé son roman. Ça a vraiment pris une couple d'années avant que les gens se rendent compte qu'il y avait des anomalies au niveau du texte, qu'il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas avec l'histoire que nous racontait notre cher Robinson. Si tu compares avec Alexander qui a passé juste 5 ans sur une île déserte puis qui a quasiment perdu l'usage de sa parole, c'est un peu étrange que notre Robinson ait passé quasiment 30 ans sur une île et qu'il parle assez bien pour être capable d'écrire une grosse brique de 350 pages sur son expérience. On se pose des questions. Ah voilà, le monde il aime se croire à la magie, j'imagine. Ah oui, c'est vrai, c'est qui ça, Alexander Selkirk? C'est un marin écossais qui, en 1704, a eu une petite chicane avec son capitaine et a été laissé sur une île déserte. Il a été retrouvé seulement 5 ans plus tard par un navire anglais. Et lorsqu'on l'a retrouvé, il était un homme absolument méconnaissable. Il parlait presque plus, il avait beaucoup de difficultés à rentrer en contact avec l'humain parce que ça faisait 5 ans qu'il était tout seul. T'sais. Ça change quelqu'un malgré tout. Et c'est lorsque l'histoire de ce gars-là commençait à se faire connaître que là, les gens sont comme devenus fous avec l'idée des rescapés puis des naufragés. Ils sont comme genre, ouh, on a un bonne idée ici de faire de l'argent. Fait que bon, il a commencé à écrire des histoires et là, les gens étaient bien passionnés, puis blablabla. Et Robinson Crusoe est plus ou moins inspiré directement du personnage, de la personne qui était Alexander Selkirk. Vous le pouvez voir dans les liens dans la description que je vous ai laissé sur sa propre biographie. C'est un livre d'époque qui a été écrit dans à peu près dans les mêmes années où l'auteur nous fait part de l'histoire. Donc, le naufrage a eu lieu en 1659. Il a été retrouvé 28 ans plus tard, donc je suis pas bonne en calcul mental, en 1687, et le roman a été publié en 1719. Alors, dans l'esprit commun, ça se pouvait que Robinson ait vécu son histoire et qu'il l'ait ensuite écrit et partagé. Et Defoe l'a clairement écrit comme ça, il a fait exprès de ne pas signer son roman pour que ça passe comme si c'était une autobiographie. Alors, les connotations, les liens avec la société de leur époque, tout ça est fait en considération pour que le lecteur se sente proche du personnage et se connecte à lui, donc ils ont les mêmes références et le même genre de valeurs. Alors donc, les valeurs qui sont à première vue transmises à l'intérieur de ce roman-là, c'est surtout des valeurs qui sont religieuses, c'est-à-dire que tout ça est arrivé dans l'esprit de Robinson parce qu'il n'a pas respecté la volonté de Dieu. Alors, le but sur son île, c'est de se repentir et de retrouver sa foi et tout ce qui fait de lui un homme de Dieu. Et c'est grâce à cette foi-là qu'il va trouver la motivation de continuer et d'avancer et de survivre sur son île parce que c'est comme sa punition. Alors il doit la subir. Selon lui, il a réussi tout ça parce que pendant toutes ces années, il n'a jamais manqué, bon bref, tout ça, c'est une espèce de routine d'homme religieux et il a même converti Vendredi à sa religion. Alors pour lui, ça a été sa délivrance et ce qui a fait en sorte qu'il a réussi à sortir de son île, c'est qu'il a été un homme de foi et que c'est la morale, si je pourrais dire, de l'histoire. Son autonomie, sa détermination, sa capacité de se débrouiller par lui-même a fait en sorte que c'est ce qu'il pense qu'il l'a repenti. J'ai senti que toutes ces valeurs secondaires, donc l'autonomie, la détermination, tout ça, ne venaient que de sa foi en Dieu. C'est vraiment, j'ai l'impression, cette valeur-là qui prône sur toutes les autres à l'intérieur du roman. Et comme c'est un roman qui a été écrit en 1719, c'est compréhensible. Parce que c'est vrai que quand on se trouve dans des situations aussi incroyables, aussi qui nous laisse autant powerless dans des situations comme ça, c'est normal de se retourner vers des choses extérieures à nous, extérieures à l'humain, et d'essayer de voir s'il n'y a pas une raison à ce pourquoi tout ça arrive. Alors je peux comprendre pourquoi Robinson s'est plongé à 100% là-dedans et qu'il est persuadé que c'est ça qui l'a sauvé. C'est comme ça que Robinson a réussi à reprendre le contrôle sur lui-même. On peut pas négliger ça, qu'on soit croyant ou pas. T'sais. Je crois que de vouloir lire ce classique aujourd'hui, moi en tant que jeune femme qui ne s'identifie pas nécessairement à une religion, j'ai voulu essayer de passer outre la morale religieuse pour voir un petit peu plus de l'évolution essentielle du personnage, de ce que lui en tant qu'humain a réussi à traverser
grâce à peut-être ces outils dont sa foi religieuse, mais voilà, j'ai essayé de me plancher un petit peu plus sur ça et de mettre de côté la morale religieuse puis la conversion quasiment qui essayait de me faire passer dans le roman. Et je voulais surtout essayer de passer outre, ou du moins de ne pas m'attarder ou de ne pas me laisser toucher par tout ce qui est des inégalités raciales et de la, si je peux même dire, la glorification de l'esclavage à l'intérieur du roman. Mon but était vraiment de miser sur l'étude psychologique de l'évolution du personnage principal pour réussir à passer au travers de cette lecture historique qui ne venait pas rejoindre mes propres valeurs. Et comme l'indique le titre de ce segment, c'est que les valeurs qui sont transmises à l'intérieur de ce roman-là sont des valeurs qui sont connectées au contexte historique de cette époque-là, qui n'est plus le nôtre aujourd'hui au 21e siècle. J'ai dû chercher ailleurs pour trouver des trucs qui venaient me rejoindre moi en tant que lectrice, en tant que passionnée de lecture, et je dois admettre que ça n'a pas toujours été facile par moments pendant ma lecture. Who the fuck knows? On lit tous pour des raisons différentes. Par exemple, moi j'ai lu Robinson Crusoe, comme je l'ai dit dans l'introduction, pour faire de la recherche supplémentaire par rapport à ce que j'avais déjà fait sur Vendredi ou La vie sauvage et Vendredi ou Les limes du Pacifique. Alors je voulais l'œuvre originale, savoir exactement quelle était l'œuvre originale, donc l'avoir lu pour vrai, pour pouvoir le mentionner dans mes autres capsules et faire des liens avec l'adaptation de ce roman-là. C'est ce qui m'a poussé à aller faire ma lecture. Alors je ne recherchais pas vraiment la Robinsonade en tant que telle, c'est pas mon genre de prédilection, mais c'est ce qui m'a poussé à aller lire ce roman-là qui n'est pas du tout incrusté dans notre époque à nous. Mais il n'y a pas de recette miracle à savoir pourquoi il y a certains livres qui ont traversé les époques et d'autres non, parce que sinon tous les livres ce seraient des best-sellers, tu sais. Mais chaque prof choisit ses propres raisons du pourquoi il vous fait lire un livre plutôt qu'un autre. Et je ne suis pas dans leur tête. Le mieux que je peux faire, c'est d'analyser le texte, vous donner ma perspective de ce qui pourrait peut-être être une hypothèse, mais vos profs sont toujours les meilleures personnes à qui vous pouvez aller poser cette question-là. Ce qui est de Robinson Crusoe, personnellement, j'ai bien de la misère à comprendre pourquoi on prioriserait cette œuvre-là autre que peut-être les adaptations de Michel Tournier, outre que le fait que, bref, c'est l'œuvre originale, c'est ce qui a initié toute la Robinsonade, et il y a quand même une morale sur la détermination humaine et c'est un roman d'aventure, c'est de survie, il y a quelque chose qui est quand même poignant par rapport à ça. Alors il y a des raisons pourquoi il choisirait de vous faire lire l'œuvre originale plutôt qu'une adaptation ou pour n'importe quel autre roman. Tout ce que vous pouvez faire, c'est leur demander si vous n'êtes pas d'accord avec ce choix-là, ou que vous n'avez pas apprécié votre lecture, ou vous considérez qu'il y a d'autres œuvres qui pourraient être plus pertinentes que celle-là. C'est pas en chialant, je le mets vraiment entre guillemets, que ça va régler votre problème. Malheureusement, être en désaccord avec le corpus scolaire ne vous donne pas l'autorisation de l'ignorer. Alors, je sais que pour certains, la lecture d'une œuvre comme Robinson Crusoe, où il y a vraiment... on est incrusté dans une époque qui n'a aucune considération pour les différences raciales et tout ça, et que c'est vraiment, comme je l'ai dit à quelques fois pendant la vidéo, que c'est un peu une glorification de l'esclavage. C'est pas quelque chose qui va intéresser tout le monde, et c'est surtout le genre d'œuvre qu'on se questionne beaucoup en ce moment, à savoir pourquoi on les fait encore découvrir alors que les morales sont quand même assez discutables. Et justement, en lisant ces romans-là, il faut ne pas oublier passer outre cet élément-là, mais au contraire, l'analyser avec notre perspective d'aujourd'hui et faire les différences avec qu'est-ce qui, nous, maintenant, en tant que lecteurs, nous traverse de cette époque-là, de comment les choses ont, j'espère, changé depuis et comment on peut continuer d'aller de l'avant. Mais je peux comprendre aussi qu'il y a certaines personnes qui considèrent que ce genre d'œuvre-là et de ce genre d'écrit-là va un peu continuer à nous remettre dans la spiral de « on règle pas le problème si on continue à en parler comme si c'était correct justement à cette époque-là ». Alors, on peut passer outre et juste faire comme « Ah, c'était correct dans ce temps-là, c'est pas grave aujourd'hui, tu sais. » Ça enlève du poids à toute la violence que cette époque-là a causé à tout un peuple. Et si vous avez ce genre de questionnement-là, si vous avez ce genre de malaise-là pendant votre lecture, c'est important d'en parler avec vos professeurs et de leur faire comprendre votre point de vue. Et en lui demandant pourquoi ce professeur-là a décidé quand même de vous faire lire ce roman-là en particulier, ça peut peut-être vous entrer dans un dialogue à savoir quelles sont vos opinions l'un l'autre par rapport à cette œuvre-là, par rapport à ce type d'œuvre-là vu dans les écoles. Et c'est comme ça qu'on crée un dialogue et qu'après ça, votre professeur va comprendre peut-être, soit décider de faire lire une autre adaptation, peut-être de l'adapter d'une autre manière, de faire mieux comprendre à travers son cours pourquoi il vous fait lire cette œuvre-là en particulier. Ça ouvre au dialogue et le dialogue, c'est la meilleure chose pour faire avancer les choses. Alors n'hésitez pas à en parler à vos professeurs, n'hésitez pas à leur poser des questions, n'hésitez jamais à entrer en discussion avec votre prof. Votre prof, il fait ça pour ça. Les lectures obligatoires, c'est pour ouvrir à la discussion. Alors, tant que vous le faites dans le respect, bien évidemment que vous n'allez pas l'attaquer en tant que personne pour avoir choisi cette œuvre-là, je pense qu'il y a moyen d'aller poser des questions, d'ouvrir le dialogue et de
peut-être, qui sait, changer les choses. Tout ce que je peux faire, moi, pour l'instant, c'est vous donner quelques conseils par rapport à votre lecture. Alors moi, ce que je vous dis, c'est vraiment d'essayer de focusser sur le personnage peut-être de Vendredi à l'intérieur de Robinson Crusoe. Donc, il arrive quand même un petit peu plus tard dans le roman malgré tout, mais qui vient évidemment changer la vie de Robinson. Il apporte quelque chose d'absolument incroyable dans sa vie et même si Robinson ne le remarque pas, ne le prend pas en considération parce qu'ils ne sont pas de la même race, il y a ça ici qui est vraiment un point crucial à l'intérieur du roman qu'on doit analyser et que Vendredi a une proportion incroyable à l'intérieur de ce roman-là. Alors, essayez de focusser là-dessus peut-être si ça peut vous aider à passer au travers de votre lecture. Michel Tournier a vraiment ciblé le personnage de Vendredi quand il a fait sa réadaptation, donc on va analyser prochainement avec Vendredi ou les Laims du Pacifique, ou si vous voulez déjà aller voir ma capsule de Vendredi ou la vie sauvage, on voit qu'il a vraiment utilisé le personnage de Vendredi comme l'élément central de son roman et de cette réécriture du mythe parce que c'est vraiment lui qui va venir changer la vie de Robinson. C'est vraiment un des seuls conseils que je peux vous donner, mais je reviens à mon point principal. Posez des questions à votre prof et parlez-lui-en si jamais vous êtes mal à l'aise dans votre lecture. Je ne peux pas vous dire que ça va régler le problème, je ne peux pas vous dire que ça va changer les choses, mais on ne perd jamais rien d'essayer. Alors c'est tout pour ma capsule d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. C'est quand même une vidéo relativement courte parce que je suis pas mal certaine que Robinson Crusoe n'est pas tant que ça utilisé dans les écoles en tant qu'œuvre totale, c'est-à-dire je pense pas qu'il faut faire lire des œuvres, cette œuvre-là dans son intégralité ou du moins qu'elle ne le compare pas peut-être avec les œuvres de Tournier et tout ça. Alors je sais pas exactement comment c'est abordé dans vos écoles, mais d'après moi, ce n'est pas lu dans son intégralité. Si ce l'est, juste à me dire et je peux peut-être faire une autre capsule avec des trucs un petit peu plus poignants de l'intérieur du roman, donc des moments un petit peu plus spécifiques d'analyse vraiment du texte et tout ça. Mais comme je l'ai lu avec la pensée que je voulais faire des liens avec l'œuvre de Tournier et non pas nécessairement le faire sur l'œuvre de Defoe, c'est pour ça qu'aujourd'hui ma capsule est faite un petit peu différemment de peut-être les autres que j'ai déjà. Alors, c'est un petit peu un complément, je dirais, cette vidéo-ci par rapport à l'analyse que je vais faire prochainement de Vendredi ou les Laims du Pacifique et celle que j'ai déjà faite de Vendredi ou la vie sauvage. Alors, n'hésitez pas à combiner ces 3 vidéos dans vos recherches, d'aller voir dans les liens dans la description les recherches que j'ai faites sur, bon, tout ce qui est du contexte historique des auteurs et de l'évolution de cette œuvre-là à l'intérieur du temps. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.